là, on va rentrer. Ah bah, venez, venez, je vous en prie. Bah, effectivement, j'allais appeler Audrey Bayon aussi. Bah, venez tous, toutes et toutes, puisque là, Renault vient en force. Donc, David Goata, Yves Mauger et Éric Quichot. Alors, je pense que je vous laisse la place pour la première intervention. Vous avez le micro ici qui fonctionne et je vous donne la télécommande. Voilà. Alors, il faut ouvrir le micro, mais mettez-vous là parce que vous aurez le micro. Je vous propose de vous asseoir pour ceux qui interviendront dans un deuxième temps parce qu'il y a en fait 2 présentations. Alors, ils sont 4, mais ils n'ont que 20 minutes. Il va falloir qu'ils soient performants. Et je voulais dire tout à l'heure, j'ai dit que Takata, c'était le plus gros scandale automobile, mais je précise que Renault n'est pas concerné par ce scandale. Voilà, je le reprécise. Donc, merci à tous là, et merci pour l'invitation. Merci d'inviter Renault. C'est l'occasion pour nous d'échanger sur un sujet qui nous est cher également. Alors, on va commencer par le premier webinaire réparabilité. J'avance. Donc, je suis David Goata, en charge de l'ingénierie de la réparation à la prévente Renault. Éric Quichot, qui est ici, l'expert réparabilité. Donc, nous sommes plus de 500 ingénieurs à travailler à la prévente pour optimiser la réparation et proposer des offres et des solutions de services et de produits pour l'ensemble des réseaux. Pour pouvoir faire des produits performants, il faut bénéficier d'une conception véhicule optimisée pour la réparation. Et c'est tout l'objet de la présentation aujourd'hui, c'est vous montrer comment nous combinons nouvelles technologies et réparabilité. Voilà, donc c'est plus de 1000 règles qui sont vérifiées sur l'ensemble des développements véhicules, depuis la naissance et les premiers dessins faits par le design jusqu'à la commercialisation. On est sur l'ensemble des composants du véhicule. On s'assure que la batterie, la face avant, le châssis, la carrosserie soient réparables au mieux et que les solutions soient les plus optimisées possibles. Donc on travaille sur tous les véhicules, toutes les marques du groupe et depuis les premières innovations. Pour quel enjeu ? Vous les connaissez très bien, c'est réduire et maîtriser les coûts de maintenance et de réparation. C'est ce qui est une essence même de notre compétitivité vis-à-vis des autres constructeurs. Maximiser la valeur résiduelle, parce qu'un véhicule réparable, vous le savez, c'est un véhicule durable. Limiter les coûts d'assurance également et limiter les coûts d'investissement pour notre réseau. Donc voilà, vous avez ici symbolisé par ce petit entonnoir l'image d'un développement qui se termine à la fin par un véhicule qui est commercialisé et fabriqué dans nos usines. Depuis le début, comme je disais, depuis les premières esquisses de nos designers, on travaille conjointement avec l'ingénierie produit, donc ensemble. Ces fameux 500 ingénieurs de la prévente travaillent avec les milliers d'ingénieurs de la conception produit, pour d'un côté garantir un design qui correspond à l'intention designer, avoir une conception qui répond à toutes les exigences de qualité, de réglementation, de sécurité et de performance globale du produit, tout en garantissant des livrables de la prévente pour la réparation, du diagnostic, des temps de main-d'œuvre réduits au minimum pour une accessibilité optimisée et des diagnostics et des méthodes de réparation de qualité. L'important ici, c'est de dire, voilà, je vous fais rentrer un peu dans l'antre de notre organisation. On a un chef de projet dédié à prévente qui, à tout moment, restitue évidemment le niveau de qualité obtenu sur nos livrables pendant tout le cycle de développement et organise tous les arbitrages technico-économiques. Parce qu'il faut évidemment trouver des compromis entre tout ça, ça se fait pas, c'est pas du tout ou rien, il y a des compromis à trouver, et parfois le compromis est trouvé au plus haut niveau de l'entreprise. Donc les sujets de réparation sont traités très très haut. Alors, l'exemple aujourd'hui avec lequel on vient, c'est l'exemple de la 4L, de la Renault 4, on en parlait tout à l'heure, on l'appelle la Renault 4. Vous reconnaissez le produit, évidemment, c'est avec sa bouille iconique, ses phares ronds métalliques et son bandeau métallique qui sont devenus lumineux. C'est un produit qui a su évoluer avec son temps et s'adapter aux nouveaux standards. Donc que ce soit sécuritaire, réglementaire, mais aussi de qualité. Les attentes clients ont évolué sur l'étanchéité, la fiabilité, la durabilité. Donc pendant tout le développement de ce produit qui répond à toutes ces exigences, nous étions et nous sommes, enfin non, nous étions et nous sommes encore sur les nouvelles innovations, mais nous étions sur celle-ci complètement collés à l'ingénierie et à notre équipementier.
qui viendra bientôt sur scène, pour justement concevoir de manière à ce que tout soit réparable, démontable au mieux. On a fait évoluer, donc on travaille dès la maquette numérique, on ne travaille pas que sur du physique, c'est dès les premiers dessins. On a fait évoluer le process de fabrication avec notre équipementier, et jusqu'à concevoir des outils spécifiques que je dirais smart, donc simples, efficaces, pas chers, et qui garantissent une qualité d'assemblage dont va nous parler Eric juste après. Le premier élément finalement qu'il a fallu assurer, c'est, je refais un clic, ouais, c'est tout simplement de réussir à dissocier les deux projecteurs de la calandre. Donc cette calandre, j'ai pas précisé, mais c'était une monobloc sur une demande du style, parce que c'est toute une vitre monobloc, c'est pour assurer justement tout cet effet design. C'est là que le challenge de la prévente a commencé, pour justement garantir cette démontabilité et s'assurer que la réparation assure le même niveau de qualité qu'à la fabrication. À chaque réparation, on doit assurer les mêmes performances. Donc Eric, quelles sont les solutions plus détaillées qui ont été mises en œuvre? Merci David. Je vais m'arrêter sur cette slide pour d'abord parler du premier dommage qu'on rencontre finalement, c'est le bris de glace. Donc d'où l'importance qu'a signalé David de pouvoir séparer les projecteurs. Et donc la calandre, elle est démontable assez rapidement. Sur le véhicule de la Renault 4, en plus, on a fait en sorte que le bouclier ne nécessite pas d'être démonté. Donc ça améliore la réparabilité. Et puis cette calandre, avec Valeo, on a négocié avec notre fournisseur d'un processus de fonctionnement un petit peu particulier, puisque la calandre nous est livrée non équipée des feux, mais pour garantir la qualité de la réparation, on a plusieurs items à respecter. Un, c'est la poussière. Donc on a des obturateurs qui sont livrés équipant la calandre, qui ont été construits exprès, qu'on va enlever au dernier moment quand on va remonter un projecteur qui ne serait pas abîmé. Le deuxième item, évidemment, c'est l'étanchéité. Donc le kit joint sera remplacé systématiquement pour assurer cette étanchéité. Et puis enfin, David parlait d'outils smart qu'on développe intelligemment sans que ça coûte cher. On met dans la pochette avec la calandre des petits outils qui sont tout simplement des piges qu'on va venir mettre sur les fûts de fixation des projecteurs, qui vont permettre un guidage parfaitement vertical du projecteur lorsqu'on le remet en place. Parce que pour la première fois, les modules LED sont à nu. Quand on les déséquipe et qu'on rééquipe, il faut absolument faire attention à ne pas impacter ces modules LED, parce qu'après, c'est le faisceau qui va être modifié et le projecteur sera inréglable. Donc, on fait attention donc, de bien positionner notre projecteur et on garantit la qualité de réparation avec des petits objets comme ça. Donc là, le bris de glace, premier élément. Si on regarde un peu plus loin, alors là, on vous a mis l'exemple d'un crash 15 km/h avant gauche. Donc c'est un crash qui, pour nous, représente, au regard des coûts, là... pardon ? La majorité des, oui, la majorité, des chocs urbains. On est à 80% des crashs selon Renault, là. Et en fait, on voit bien que la calandre, elle prend dès le départ et on ne peut pas éviter de l'abîmer. Mais notre objectif, à ce moment-là, c'est de sauver le projecteur le plus possible. Et donc, ce que vous voyez sur cette image, et je vous ai mis la petite image en haut à gauche, là, c'est qu'on a prévu sur tous nos projecteurs des zones fusibles. On a des pattes qui sont sécables. Donc, sous l'effet de la pression, c'est découpé souvent pointillé. On a vraiment cette ligne fusible là. Et l'avantage, c'est que dès que le projecteur va commencer à reculer, ces pattes vont se casser selon la zone de découpe. Et on a prévu sur chacun des projecteurs une solution de pattes de réparation qui permettent de conserver le projecteur en ne remplaçant que les pattes. Alors évidemment, si le choc, on voit qu'il va un petit peu plus loin et que ça recule encore plus. Le deuxième item, c'est qu'on voit que derrière le projecteur, avant le module fusible, là, jaune, on a provisionné 4-5 cm de recul. C'est-à-dire que là encore, on fait l'effort de repousser le moment où le projecteur va être abîmé. Voilà, donc plusieurs étapes finalement de préservation de notre projecteur. Et puis au final, si jamais le projecteur était abîmé, ce qu'on a travaillé avec Valeo,
c'est qu'en fait, on vient sur le module LED récupérer le calculateur de pilotage de ce module LED, si bien que on récupère de l'ancien pour remettre sur le neuf. Le neuf n'est pas livré avec son calculateur. Voilà, donc j'espère vous avoir fait toucher du doigt finalement les différentes solutions qu'on travaille avec l'ingénierie, avec les fournisseurs. Sur le bris de glace, projecteur préservé, pas de dépôt du bouclier, on optimise nos coûts de réparation. Le choc léger, on a des pattes de réparation systématiquement pour récupérer le phare. Et puis enfin, réutiliser des fonctions qui marchent toujours sur le calculateur. Ouais, c'est ce qu'on fait de l'ancien phare vers le phare neuf. Voilà. Donc voilà un petit exemple de solutions de réparation qu'on pousse avec l'ingénierie. Ok. Pour la conclusion. Donc pour résumer, les messages, vous les avez entendus, c'est des équipes qui travaillent conjointement dès les premières esquisses de dessin de véhicules, d'innovation. On met dans les gènes de l'architecture du véhicule tout ce qui nous permettra de la faire réparable de manière performante. Et puis tout ça évidemment dans l'objectif de la satisfaction client. Voilà, donc je passe la main pour le slide suivant. Alors, on va donner la deuxième. Moi, j'ai une petite question. Peut-être j'ai oublié juste avant, peut-être en introduction, que vous situiez votre action dans l'organisation de Renault. Vous n'êtes pas dans la conception, vous êtes dans la prévente, c'est ça. Enfin, qu'on comprenne bien où vous intervenez. Oui. Parce que vous dites, on est dans la conception, on est en amont, mais finalement, vous êtes aussi en. Non, en fait, aval. Nous, on est dans la direction du commerce, à laquelle dans laquelle est intégrée la prévente. D'accord. Nous avons des équipes ingénierie dédiées, les fameuses 500 personnes que je vous ai citées. Et vous avez à côté la direction d'ingénierie véhicule qui fait la conception. Et donc, mais nous sommes intégrés dans les mêmes processus de développement d'un véhicule. Nous sommes des acteurs à part entière, nous les ingénieurs de la prévente, des acteurs à part entière du développement d'un véhicule. Petite question. C'est nouveau, ça, chez les constructeurs ? Ou ça s'accélère depuis peu ? Parce que je ne sais pas si avant, c'était vraiment comme ça. Moi, mon avis, je pense que c'est pas nouveau, mais je pense qu'on n'a pas nécessairement communiqué beaucoup là-dessus depuis des années. Donc c'est peut-être justement parce que l'économie circulaire et la réparabilité prennent de plus en plus d'importance qu'on pense que c'est important que vous le sachiez. D'accord. Donc voilà, mais il faut le souligner. Oui, c'est pour ça qu'on vous remercie de nous avoir invités pour ça. Oui. Alors, deuxième partie, peut-être votre intervention. On vous laisse aller au pupitre, peut-être. Donc, oui. On va échanger les micros. Alors, on aura la complémentarité de Valeo juste après. Donc voilà, ça va être intéressant d'avoir les deux visions. C'est bon, ça marche ou ça marche. Ok, parfait. Oui, vous donc, avez la petite. Audrey Bayon, donc moi je suis secrétaire exécutive du vice-président de la prévente chez Renault et j'ai travaillé pendant 3 ans sur le développement des offres de piècerie manufacturée. Donc c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui sur comment concilier révolution technologique et circularité. Et Yves, qui est directeur qualité du écosystème e-tech au sein de la prévente. Donc, je vais commencer par introduire notre nouvelle offre Rinative, qui a été lancée il y a quelques semaines. Rinative, c'est en quelques mots la traduction de l'engagement de Renault envers la neutralité carbone et le développement de l'économie circulaire en après-vente. Donc, comment ça se traduit ? D'abord, pas de compromis sur la qualité et la sécurité. Nos offres sont proposées pour assurer le meilleur niveau de qualité, de sécurité et de fiabilité pour répondre aux exigences constructeurs. Je peux citer avoir des conditions de garantie identiques aux pièces neuves, avoir un process industriel qui permette de garantir les caractéristiques identiques de la pièce d'origine, et puis avoir des exigences techniques ou des choix de fournisseurs qui répondent aux standards de Renault Group. Deuxième élément important, c'est le fait que ces offres soient abordables. Donc nos offres ne sont pas plus chères et elles sont dans la majeure partie des cas plus accessibles que les offres sur les pièces neuves. Donc on va aller de moins 30% sur une offre Riman ou sur une offre conditionnée et jusqu'à moins 50% par exemple sur du reuse. Et puis bien sûr, ce sont des offres qui sont plus durables dont l'objectif est d'avoir un impact environnemental réduit. Donc là, je vais aller un peu plus dans le détail de l'offre
Riemann. Donc là, vous avez l'exemple d'une publicité sur Rinative focalisée sur un exemple de moteur remanufacturé. Et donc, si on va un peu plus dans le détail, donc vous allez retrouver ces 3 éléments que l'on a sur notre offre Rinative, dédiée sur l'offre remanufacturing. Donc, 3 principaux bénéfices. Donc, la qualité, comme je l'ai dit, donc ça repose sur les mêmes standards que les pièces neuves et elles sont testées selon les mêmes caractéristiques et parfois les mêmes bancs. Certaines de nos pièces remanufacturées sont produites au sein de notre entité The Remakers qui est incluse chez Renault Group dans notre filiale The Future is Neutral qui est dédiée au développement de ce type d'offres et de la neutralité carbone du groupe. Ensuite, bien sûr, l'argument économique. Donc, ce sont des offres qui sont plus abordables. Le Riemann, notre objectif, c'est d'être environ 30% moins cher qu'une pièce neuve. Si on parle sur un véhicule électrique, un e-motor, ça va être potentiellement jusqu'à 1 000 € d'économie. Et sur une batterie de traction, ça peut aller jusqu'à 5 000 €. Et ensuite, bien sûr, l'aspect environnement. Donc, l'écologie, c'est vraiment l'ADN de l'offre Rinative. On réutilise une grande partie des composants. Les pièces nécessitent moins d'énergie, moins d'eau, moins de matières premières par rapport à la production des pièces neuves. Donc, c'est entre 30% et 50% de ressources et d'énergie qui sont économisées sur le développement de ces pièces. Et puis, bien sûr, ça nous permet de réduire nos émissions de CO2. Et là, c'est nos enfants qui nous remercient de penser à leur avenir. Quelques avantages pour le client final, donc que ce soit le client possesseur de la voiture et également aussi pour vous, assureur. C'est une offre qui est adaptée, que ce soit pour un véhicule neuf ou pour un véhicule d'occasion. Et ça permet également de baisser les coûts de réparation, ce qui permet dans certains cas de sauver des véhicules qui auraient pu être économiquement irréparables, en grande partie également sur la batterie dont l'enjeu est vraiment important. Et vous avez sur l'écran donc les différentes gammes de produits qu'on propose dans notre offre Riemann. Donc avec des pièces moteurs, des pièces de boîte, le moteur et le boîte bien sûr, et puis après d'autres éléments au niveau du véhicule et un focus sur l'EV et également le développement de l'offre multimédia qui va s'étendre. Maintenant, si on focalise sur les pièces du véhicule électrique, donc Renault, vous le savez, a été pionnier sur le véhicule électrique il y a quelques années avec le démarrage de la Zoé, mais également a été pionnier sur le développement des pièces remanufacturées parce que notre première usine pour fabriquer du Riemann, elle date de 1949 et elle était localisée à Choisy. Donc c'est naturellement que les équipes, elles ont travaillé pour développer des pièces remanufacturées sur le véhicule électrique et pouvoir proposer une solution à nos clients. Donc Renault est l'un des premiers dans l'industrie automobile à proposer une offre qui est claire, globale et disponible sur l'ensemble des 3 principaux objets qui composent le véhicule électrique, à savoir le moteur électrique, l'électronique de puissance et bien sûr la batterie de traction. Sur la batterie, on va même plus loin parce qu'on propose des modules de réemploi, donc, qui ne sont pas donc, du Riemann, mais du reuse, principalement pour des batteries sur des véhicules de plus de 8 ans. Et également des carters inférieurs de batterie de réemploi pour pouvoir diminuer les coûts plutôt sur des petits sinistres. Et puis si on regarde où est-ce qu'on propose ce type d'offre, donc aujourd'hui l'étude du Riemann elle est systématique sur l'ensemble de nos projets véhicules et notre objectif c'est d'être présent au moins 3 ans après la sortie du véhicule. Donc à l'écran vous avez déjà quelques exemples de véhicules qui bénéficient, des véhicules électriques qui bénéficient d'au moins un de ces éléments de la gamme et puis on continue de travailler sur les produits qui viennent de sortir ou qui sont en train de sortir et tous les ans on aura des nouvelles propositions à fournir. Et alors bien sûr, on va plus loin que l'offre pièce et on développe aussi des solutions de réparation pour combiner les diminutions des coûts. Et donc c'est Yves qui va en parler. Oui, donc pour compléter les propos d'Audrey et pour faire un focus encore un peu plus sur la partie véhicules électrifiés, pas que EV, mais aussi les hybrides. Donc depuis que Renault s'est lancé dans la commercialisation du véhicule électrique, la réparabilité de la batterie a toujours été un souci compte tenu du prix de cet organe dans le véhicule. On a développé depuis 2012-2015 un réseau de centres de réparation assez important en Europe qui nous permet aujourd'hui de couvrir efficacement l'ensemble des pannes que peuvent rencontrer nos véhicules ou des réparations liées à des sinistres.
pour compléter ce dispositif, on lance un nouveau programme qui est en fait le principe de se rapprocher encore plus de nos réparateurs. C'est-à-dire, en fait, on a embarqué dans un camion l'ensemble des matériels qui sont nécessaires à la réparation d'une batterie, que ce soit la réparation des éléments électroniques ou de la partie énergie. Pourquoi ? Parce que même si on a un réseau relativement dense, on peut voir qu'il y a quand même des zones où on est relativement loin d'un centre de réparation, et ce type d'outil nous permettra de nous rapprocher de nos réparateurs. Le principe, c'est que réparer une batterie nécessite des habilitations électriques qui sont spécifiques, et qu'il est bien difficile de former l'ensemble d'un réseau qui, pour l'instant en tout cas, ne voit encore une batterie parfois que quelques fois dans l'année. Donc le plus simple, c'est d'essayer de rapprocher le réparateur de l'atelier, et c'est pour ça qu'on a mis en place ce dispositif. C'est dans la continuité d'ailleurs des camions qu'on a déjà développés, soit sur l'entretien, soit sur la partie vitrage. Voilà, donc ce dispositif, en fait, son point fort, c'est qu'il est doté d'un équipage donc formé, qui ne fait que ça, qui permet de se projeter pour toutes les interventions qui durent moins de 8 heures, puisqu'on prévoit de le faire déplacer plus tôt dans la journée de travail. Et il est particulièrement adapté, on va dire, notamment sur toute la gamme des véhicules hybrides qui ont des batteries de moindre dimension et qui peuvent être du coup réparés dans un atelier ou diagnostiqués dans un atelier dans le réseau, et qui représentent aujourd'hui quand même une grosse partie du parc roulant. Les batteries électriques, oui, sauf pour les très grosses, qui peuvent représenter non pas des difficultés pour déployer ce type de dispositif, mais tout simplement parce que le temps de réparation est très long. Voilà, donc cet objet part totalement autonome, en pièces, en matériel, en compétences. Il intervient dans le réseau, donc c'est du B2B pour l'instant, et il permet de remettre sur pied. Et le grand gain pour le client, c'est de diviser son temps d'immobilisation du véhicule, en gros, par 4. Voilà. À poursuivre. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc l'ensemble de nos objectifs pour nous, c'est de continuer à concilier cette réparabilité et l'évolution technologique qu'on voit arriver dans nos véhicules, tout en maintenant le niveau de qualité qu'a précisé Audrey, que ce soit dans l'intervention réparation, comme je viens de le présenter, ou que ce soit dans les pièces Riemann, de garantir une proposition économiquement adaptée selon l'âge du véhicule, puisqu'on a des véhicules neufs, mais on va avoir de plus en plus, notamment dans l'électrifié, des parcs qui vont vieillir, d'où les propositions sur des pièces de réemploi qu'on essaye de développer. Une proximité, j'en ai parlé avec par exemple ce dispositif de camion, et tout ça, bien entendu, permettre la durabilité des produits au bénéfice des clients qui roulent avec. Merci. La présentation des deux côtés est terminée. Merci, écoutez, pour cette présentation. Vous pouvez vous asseoir à côté. J'ai quelques questions là que j'ai notées. Vous avez parlé de 3 ans. On va suivre les produits pendant 3 ans. Un véhicule, ça peut durer 12 ans, 10 ans, 12 ans. Alors, expliquez, j'ai peut-être mal compris, justement. Je voulais voir le... Non, le développement des pièces Riemann, l'objectif, c'est d'être prêt au moins 3 ans après la sortie du véhicule. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Donc, on essaye d'être là plus tôt, mais on a aussi besoin d'un peu de temps pour identifier l'incidentologie et comment développer au mieux la remanufacture du produit. D'accord. Et ça concerne... tous les modèles de Renault ? Non, en fait, vous avez commencé à un moment donné. Alors, vous avez dit, je ne savais pas qu'il y avait une usine qui existe depuis 1949. Alors, on ne sait peut-être pas que ça existe. Et en fait, ça existe pour tous les modèles, ou vous avez une montée en puissance à partir de certains modèles plus récents ou... Alors non, on fait des recherches, des études en tout cas sur l'ensemble de nos projets. Aujourd'hui, on a des offres, par exemple, moteurs et boîtes qui couvrent quand même une grosse partie de la gamme. Et après, sur les véhicules EV, l'étude, de toute manière, elle est systématique. Après, il y a des enjeux de rentabilité pour pouvoir assurer la sortie de l'offre, mais elle est systématique. Et alors, comme on est avec la prévente, je vais en profiter, parce que en fait, finalement, quand vous concevez toute l'ingénierie, il faut mettre en place après. Alors, ma question est peut-être naïve, mais ça se met facilement en place dans l'ensemble du réseau, que ce soit les concessionnaires, que ce soit les agents. Est-ce que tout le monde est formé là-dedans ? Est-ce que tout le monde est réceptif ? Attention, parce que j'ai 2 Renault. AG. Donc, vous êtes un bon client. Je ne sais pas. Je suis un bon client, mais j'arrive pas à avoir des pièques.
j'en arrive à avoir que des pièces neuves. Donc je me dis, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, l'ensemble du réseau, vous arrivez effectivement à leur faire connaître, à les mettre dans cette démarche effectivement de proposition de pièces d'économie circulaire? Alors oui, bien sûr, l'ensemble de notre réseau, il est formé à ces offres-là. Il y a le lancement de ReNative maintenant qui a permis de coordonner l'ensemble des propositions d'offres, donc que ce soit Reman, Recondition, Reuse et même les produits à contenu recyclé. Donc ça, ils sont sensibilisés dessus. Après, il faut savoir que parfois, un véhicule, peut-être que la cause de la panne, c'est pas encore une pièce qui fait partie de la gamme. Et c'est aussi pour ça. En tout cas, sur l'offre sur les produits qui sont éligibles sur la gamme ReNative, oui, le réseau est formé, bien sûr. Alors, c'est vrai, il y a deux aspects. Il y a la réparation collision. Donc, on a les experts en automobile qui interviennent, qui connaissent. On a le contradictoire avec le réparateur. Donc, c'est une démarche spécifique. Là, c'était, moi, effectivement, ma demande de consommateur curieux en tant que maintien de mon véhicule quand c'est moi qui prends en charge. Et effectivement, des fois, quand on a des vieux véhicules, ça coûte cher à maintenir parfois. Donc voilà. Alors je vous appellerai pour avoir des pièces pour un espace 4. Tout le monde rigole. Puis bon, voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé effectivement de ces véhicules. C'est extrêmement intéressant. Donc par rapport à ça, ça évite... je dirais que tous les techniciens ne sont pas formés aujourd'hui. Donc vous répondez à cette problématique de pouvoir intervenir face au manque de technicité. Alors, en fait, le micro n'est pas allumé. Voilà. Ah, il y a un problème de batterie, alors prenez le mien. En fait, la particularité de la batterie, c'est que dès que vous l'ouvrez pour la réparer, vous avez besoin d'être accrédité, ce qu'on appelle B2TL, donc pour des zones à une intervention sur des équipements sous tension. Donc ça a formé l'ensemble du réseau. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas pensable. D'autant plus que si vous ne pratiquez pas, vous ne conservez pas ce type d'habilitation. Donc il faut faire un certain nombre d'interventions. Du coup, c'est pour ça que dans nos centres de réparation, on a des équipes dédiées à la réparation des batteries. Et à travers ce dispositif mobile, on projette dans le réseau, auprès du réparateur, des techniciens spécifiquement formés, qui connaissent parfaitement la gamme produit, qui ont toutes les habilitations nécessaires et dont l'activité à temps plein, c'est d'intervenir sur les batteries. Donc on assure un niveau de connaissance et de qualité qui est bien supérieur à quelqu'un qui pourrait intervenir une fois de temps en temps, une fois, deux fois, trois fois dans l'année, sur une gamme de produits assez variée maintenant, puisque le nombre de batteries commence à être assez divers. Et c'est tout l'intérêt. Et puis l'intérêt aussi dans le cadre, par exemple, de petites réparations ou autres. Aujourd'hui, on voit qu'on rencontre des difficultés dans le cas de sinistres pour déplacer les batteries, parce que la voiture n'est pas forcément roulante à ce moment-là ou autre. Ça permettra d'intervenir sur des sinistres, de réparer la batterie en parallèle, éventuellement de la carrosserie, dans un lieu où sera déposé le véhicule. Qui peuvent intervenir partout. Oui, pour l'instant, comme nous démarrons le programme, il intervient spécifiquement dans le réseau Renault, mais... quand je dis réseau Renault, mais d'un agent, d'un concessionnaire, tout partout, à fait, quelle que soit l'infrastructure, tout à fait. Carrossier, le camion est 100% autonome, en pièces de rechange, il a la totalité des pièces de rechange, il a la totalité des outils diagnostiques, il est en connexion permanente avec les systèmes de Renault dont on a besoin pour assurer la réparation. Il est entièrement autonome. Je diverge un petit peu sur la question, mais pour moi, je suis convaincu que l'électromobilité passera par le développement d'un marché de l'occasion. Donc, c'est ensuite le challenge de l'évaluation de la qualité de la batterie quand j'achète un véhicule d'occasion, mais ça, c'est peut-être un autre domaine. Ça peut être connexe, mais c'est un autre domaine quand même. Un autre domaine. Rodolphe, est-ce qu'il y a des questions peut-être à disposition? On a un petit peu de temps. À ce stade, pas de questions à distance. Je vais poser la première, ça va peut-être permettre de lancer les débats après. Déjà, je tiens à vous remercier d'avoir joué le jeu et d'être venu présenter, parce qu'on sait qu'en ce moment, la parole est chère chez les constructeurs, et effectivement, venir présenter des solutions assez innovantes, surtout autour de la calandre et des optiques de phare, ça ne peut que forcément nous intéresser. Moi, j'ai une question, parce qu'aujourd'hui, on a un parc qui est à peu près à 42 millions de véhicules, grosso modo, un parc qui vieillit, une part qui est quand même relativement forte aussi du groupe Renault dans ce parc. Donc c'est très bien, vous projetez sur les véhicules d'aujourd'hui et de demain, mais aujourd'hui, la maîtrise des coûts de réparation et, par extension, des primes d'assurance, c'est aussi sur ces véhicules qui circulent, sans forcément parler des vieux véhicules de Laurent, mais il y a toute une part de ces véhicules. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez la capacité de prévoir, soit dans la fourniture de nouvelles pièces, des pièces plus réparables que celles qui étaient prévues initialement à la sortie du véhicule, ou
comme d'autres constructeurs l'ont envisagé aussi, de proposer des pièces en Riemann sur des pièces qui intéressent les assureurs, comme les pièces de carrosserie ou une pièce qui m'est chère, voire même qui m'obsède un petit peu autour des phares et des signatures lumineuses. Donc est-ce que c'est des démarches dans lesquelles le groupe peut s'engager ? Oui, bien sûr. Sur l'offre pièces, il n'y aura pas de compromis sur les exigences réglementaires, sur la qualité et la fiabilité de nos pièces pour qu'elles répondent à nos standards. Et puis ensuite, comme on l'a présenté, on développe des solutions de réparation le plus adaptées possible dès l'amont pour que ce soit disponible dès la sortie du véhicule, et puis également toute notre offre ReNative avec ses offres de remanufacturing, de reuse, pour pouvoir avoir une proposition de prix adaptée et également adaptée à l'âge résiduel du véhicule. Et éventuellement sur des pièces indemnisées par les assureurs, comme les optiques de phare ou sur d'autres pièces ? C'est en cours d'étude. Une question dans la salle, oui. Juste, est-ce qu'on pourrait avoir une idée du prix de la signature lumineuse, la calandre, versus la grille de calandre de la 4L passée ? À peu près pour... Vous avez connu la 4L passée, vous l'avez connue ? C'est celle qui est toujours disponible quand même au catalogue. La calandre de la Renault 4 Oui, actuelle, ouais, parce ouais. que celle du passé, Ouais. j'avoue que je ne me rappelle pas du prix. Et elle démarre à 400 C'est euros. plus il n'y a que la 400 marque, oui, avec le nom. Et elle monte jusqu'à... Je crois que ça va jusqu'à 700. D'accord. Entre 400 et 700. Ok. On reviendra tout à l'heure justement peut-être avec Valéo, qui aura peut-être des éléments à préciser sur ces points-là. Mais effectivement, c'est ce que j'allais dire, c'est que vous nous avez fait une présentation sur la partie lumineuse. C'est ce qui paraît très démonstratif aujourd'hui par rapport aux véhicules électriques. On voit effectivement les voitures qui s'éclairent de partout. Donc à chaque fois quand je vois ces véhicules, je pense à SRA qui fait effectivement combien ça va coûter. Bon, donc on voit effectivement que c'est quand même une préoccupation, mais le véhicule c'est aussi bien d'autres pièces. Donc cette démarche-là, vous l'avez à tout niveau, vous l'avez sur l'ensemble des pièces. Évidemment, Hein. évidemment. Ouais. Sur les véhicules électriques, je peux vous donner d'autres exemples qu'on travaille en innovation. Peut-être Eric, tu seras même mieux placé que moi pour l'expliquer, mais sur la consignation, par exemple, c'est un élément systématique qui est réalisé à chaque entrée véhicule électrique dans nos ateliers. Consignation. Alors la consignation, en fait, c'est le fait d'isoler électriquement le véhicule et de pouvoir intervenir en toute sécurité. Donc évidemment, dès qu'on a besoin d'intervenir sur un faisceau haute tension ou à proximité, il faut consigner le véhicule. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, la consignation, on avait tendance à la faire de façon très localisée sur la batterie de traction, qui oblige le plus souvent à mettre la voiture sur un pont, etc., ou avoir des accès un peu particuliers. Là, on a mis en place une nouvelle techno qui nous permet, avec un contacteur, un shunt, directement dans le compartiment moteur, de pouvoir intervenir très facilement et de condamner l'accès au relais et donc l'accès haute tension. Et avec ça, on divise quasiment le temps de consignation par 2, ce qui est intéressant pour tous. Et elle est toujours sur l'électrique. Vous savez qu'il y a des équipementiers qui nous proposent des ponts spécifiques pour véhicules électriques pour s'adapter justement à des architectures qui sont assez spécifiques. Jusqu'à présent, je touche du bois, mais nous, on a toujours développé nos architectures véhicules de manière à ce qu'elles soient compatibles avec des ponts élévateurs classiques, standards. Quand je parlais d'investissement pour notre réseau, c'est très important de le limiter, de ne pas forcer notre réseau à investir à chaque fois dans un outil spécifique, à un modèle ou je ne sais quoi. Parce que derrière, ça se traduira nécessairement par un impact sur une facture. Bien sûr, puis une complexité, du temps, du délai. Donc Exactement. effectivement, s'adapter au marché. Juste pour vous faire toucher du doigt on parlait d'organisation tout à l'heure, là où on est situé dans l'entreprise. En fait, donc, comme disait David, ces ponts, on les a mesurés, on les a modélisés. Et en fait, ils sont maintenant, pour 7-8 d'entre eux, intégrés comme sous forme de ponts enveloppes dans des maquettes numériques de l'ingénierie qui développent le soubassement et qui va pouvoir de facto démontrer que la batterie, elle descend bien en verticale pure quand on va avoir besoin de la démonter, et que les bras des volets vont pas aller, les bras des ponts ne vont pas aller toucher les bas volets quand vous allez vous retrouver à devoir démonter cette batterie. Et ça avant le moindre proto, c'est dès la maquette numérique, tout est visualisé comme ça, et on porte bien le souci réparation après-vente, que ce soit des ponts actuels ou des ponts plus anciens.
Donc une grande réflexion en amont grâce au numérique aussi qui permet de faciliter les choses. Concernant les batteries, d'ailleurs, je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à consulter notre étude qui a été faite il y a quelques semaines avec une vingtaine de modèles et dans lequel on peut le signaler, tous les modèles Renault présentaient la spécificité de proposer des batteries en échange standard, ce qui n'est pas le cas de tous les constructeurs. Donc effectivement, je vous encourage à consulter cette étude. Et je crois qu'on a une question. Merci. Bonjour, Johan Renault, Société GPA. Nous recyclons des automobiles. Je ne m'adresse pas forcément à Renault de manière spécifique. C'est super intéressant de voir ces démarches. On a beaucoup parlé d'après-vente. On n'a pas forcément eu la vision sur qu'est-ce que vous pensez pour le recyclage. Question, lorsque le véhicule est brûlé, inondé, tordu dans tous les sens, nos opérateurs ont beaucoup de difficultés pour intervenir sur certains éléments comme la batterie. Parfois son extraction, lorsque vous mettez je ne sais pas quel est le terme, mais ce qui permet de tenir la batterie à l'intérieur de l'habitacle et que cette voiture a brûlé, par exemple, on est incapable d'aller chercher ces vis. C'est extrêmement dangereux pour les collaborateurs d'aller sortir la batterie, qui est souvent sous tension toujours, alors que le véhicule est carbonisé. Lorsqu'on veut sortir des modules et que vous utilisez une pâte thermique qui a collé le module au fond du caisson, on n'arrive pas à le sortir, on invente des outils. On n'a pas forcément la place pour passer les doigts, etc. Est-ce que vous pensez un jour interroger peut-être soit des réseaux indépendants comme GPA ou chez Indra ou Aflin, etc. Mais en tout cas de vous nourrir de tous ces cas de véhicules très abîmés qui deviennent de plus en plus importants en volume dans nos parcs. Aujourd'hui, c'est 5 à 6% des véhicules qui arrivent chez nous. On achète 200 voitures par jour en ce qui nous concerne. 5 à 6% de ces véhicules sont électrifiés. Et à chaque fois, c'est le risque de brûler l'entreprise ou électriser les collaborateurs. Aussi parce que c'est parfois mal conçu. Donc, question recyclage, démontage des véhicules. Puis ce sera la dernière question. Je peux répondre sur la partie difficulté, démontage, effectivement, dans les centres, etc. Puisque dans mes responsabilités, je suis les batteries accidentées qui peuvent présenter des dangers. Donc c'est un vrai souci, ça on est d'accord. Aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup avec Indra, puisque en France notamment, on utilise Indra pour l'envoyer, que ce soit dans nos réseaux ou dans des centres VHU, pour aller inerter les batteries quand elles présentent potentiellement des risques. On a en place un dispositif qui, toutes les semaines, évalue dès qu'on a une connaissance d'un accident, la dangerosité de la batterie pour savoir s'il faut qu'on fasse ce qu'on appelle une opération de mise en sécurité ou pas. Depuis le mois de novembre, Renault a obtenu un agrément pour le recyclage et la collecte des batteries par le gouvernement. Donc l'année 2026 va être une année de changement, puisqu'on va renforcer nos opérations et la structuration pour aller collecter les batteries. Et à travers ce dispositif qui va arriver, on réfléchit aussi à des outils simples, très simples, qui nous permettraient de pouvoir évaluer assez vite la dangerosité d'une batterie, surtout quand elle est totalement brûlée. Généralement, la partie interne de la batterie, la partie énergie, elle a souvent disparu avec. Il y a des cas où elles sont à demi brûlées qui peuvent être dangereux, je suis d'accord. Mais en tout cas, pour d'autres batteries, on voit bien que dans la masse, les batteries inondées, par exemple, ça permettrait déjà d'identifier le niveau de risque que l'on aura sur cette batterie-là. Et ces outils-là, on essaye d'avoir des choses très simples qui soient juste play and plug. Voilà. Effectivement, c'est intéressant de voir que peut-être que cet aspect-là n'était pas pris en compte chez les constructeurs à l'origine, la déconstruction d'un véhicule. C'était moins technique, mais une remarque très, très intéressante et qui permet peut-être d'avoir un dialogue entre constructeurs et tous les réseaux de récupération. On va voir, ils sont de plus en plus importants et de plus en plus présents dans cette économie circulaire. Je vais compléter juste un tout petit peu parce que le focus il était là sur la batterie, mais j'ai parlé tout à l'heure de notre filiale The Future is Neutral. Dans cette filiale, il y a des équipes qui travaillent sur le recyclage, pas uniquement sur la batterie, sur l'ensemble des pièces. Donc c'est important, c'est même obligatoire d'un point de vue réglementaire. Donc bien sûr, les équipes sont dessus.
Et ce que j'ai mentionné se fait avec The Future is Not All. Alors on avait Sophie Schmitlin dans un de nos webinaires et qui nous avait dit qu'une batterie d'ailleurs était recyclable à jusqu'à 99% aujourd'hui. Donc j'essaye de passer le message là où on dit que les batteries ne se recyclent pas. Je pense que c'est le cas. Il reste une question. Il me semble qu'il y avait une question. Oui, bonjour. Michel Roux, Autorecyclage. Quand vous parlez de pièces de réemploi, eu égard au parc qui vieillit, ça suppose des volumes. Sur quel type de producteur est-ce que vous entendez vous appuyer? Alors, vous avez parlé évidemment d'Indra, mais ensuite, au niveau des centres VHU en général, comment est-ce que vous voyez les appros? Alors là, je ne vais pas avoir toutes les informations. On va prendre la question et puis on pourra vous faire un retour après. Voilà, moi, je ne maîtrise pas tout l'aspect des pièces de réemploi. Je m'y attendais un peu. Notre acteur principal, effectivement, c'est Indra. Après, je ne sais pas vous répondre. C'était volontaire, c'était une question piège volontaire apparemment. Non, pas piège, elle est simplissime, simplissime. Et alors j'ai une autre question à vous poser, parce qu'il y a un an, concernant la calandre, j'avais envoyé au service de presse une question, alors qui parlait déjà du prix de tarif de remplacement. À l'époque, on n'avait pas pu me le donner en disant qu'on attendrait la commercialisation, ce qui est fait. Donc on vient d'avoir la réponse, entre 400 et 700 euros. J'avais une autre question qui n'est pas directement liée à la réparabilité, mais un tout petit peu quand même. Est-ce qu'en cas de non-fonctionnement de l'entourage lumineux, c'est-à-dire la signature, le véhicule peut continuer à rouler ou est-ce qu'il est en infraction par rapport au code de la route? Donc est-ce que la signature fait partie de la signalisation légale? Et aussi à ses spécificités, par exemple des codes d'erreur qui empêchent le véhicule de rouler ou autre. Alors, en gros, est-ce que cette pièce est entre guillemets captive de la capacité à circuler? Alors là, il y a un joker en disant on fait appel à un ami et on va y répondre peut-être, ou on essaiera d'y répondre dans l'intervention qui va juste succéder avec Valeo, justement. Et voilà. Une dernière question. Une dernière question sur la dynamique. Donc Jean-Baptiste Abillois, Autodistribution. Sur la dynamique, sur la conception des véhicules entre les équipes après-vente et puis les équipes de conception. Est-ce que vous arrivez à les influencer pour moins de sophistication de certains équipements, plus de low-tech, j'ai envie de dire? Parce que c'est vrai que, par exemple, sur les éclairages, on a tous changé à notre domicile des ampoules classiques vers les ampoules LED, on n'a pas mis de module électronique, et c'est vrai que c'est un peu étonnant de voir la sophistication qu'il y a. L'éclairage, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres parties des véhicules. Si on prend... Oui, je comprends la question. Peut-être que la régulation force ça, je ne sais pas. Mais... Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Enfin, d'une manière générale, si on prend juste le premier tiers, très symboliquement de la voiture, la face avant et son compartiment moteur, ça fourmille en fait de contraintes et d'exigences réglementaires et de sécuritaires. Entre les émissions de polluants pour les moteurs, avec la densification des moteurs dans les compartiments moteurs, en fait, on répond, les constructeurs, Renault, je peux parler au nom des autres constructeurs, ils sont concernés de la même manière, à ces exigences réglementaires qui sont de plus en plus sévères. La sécurité, on veut toujours plus de sécurité, on a l'Euro NCAP, on a toutes les règles en ce sens, on travaille sur des longerons, enfin voilà, toutes ces pièces qui viennent se complexifier, toutes ces nouvelles technologies, c'est aussi d'abord pour répondre à des besoins incontournables. Réglementaires. Et réglementaires, et qui deviennent incontournables et qui deviennent des dus pour nos clients. Ensuite, évidemment, on rajoute à ça le design. On fait des voitures pour qu'elles soient belles, pour qu'elles soient plus belles que la concurrence. Donc on tombe sur un sujet qui nous est cher aussi. Ça a des impacts, je le comprends, sur le coût des pièces. Et moi, je suis le premier aussi à me battre au quotidien, comme vous le dites, avec les équipes de conception, pour trouver des moyens de trouver des compromis, justement, de réparabilité pour en faire en sorte, déjà, dans un premier temps, que la pièce ne soit pas touchée. Avant de dire qu'elle va coûter cher, qu'elle ne soit pas touchée, qu'elle ne soit pas réparée. Je peux juste faire un petit exemple. La Clio 6, vous l'avez vu, vous voyez le projecteur, les optiques sont un peu plus en retrait à l'intérieur du compartiment moteur. Sur le type de choc que vous avez vu juste avant, on peut considérer que dans la majorité des cas de choc urbain, en fait, l'optique sera sauvée. Voilà. Donc c'est là que se joue mon rôle. Complémentarité. Peut-être après ça c'est un autre débat de dire est-ce qu'on peut effectivement concevoir des véhicules un peu plus light qu'ils sont aujourd'hui pour avoir l'accessibilité. On arrête cette tour de table en vous remerciant infiniment pour ces présentations. Et donc je pense que vous restez avec nous, donc je pense qu'on pourra continuer à discuter de tout ça.